Bonjour à tous et à toutes. Nous vous remercions de participer en si grand nombre à ce webinaire intitulé « Avec la chaîne de blocs, imaginons le Québec de demain ». J'ai la chance de vous présenter notre conférencière qui saura piquer votre curiosité, j'en suis certaine. Charlène Bouchard est notaire et professeure titulaire à la Faculté de droit de l'Université Laval depuis 1998. Elle est également titulaire de la chaire de recherche sur les contrats intelligents et la chaîne de blocs de la Chambre des notaires du Québec. Spécialiste du droit des entreprises, du commerce électronique et de la chaîne de blocs, la professeure Bouchard est l'autrice de nombreux ouvrages et articles, dont un premier ouvrage en français consacré aux impacts de la chaîne de blocs sur les transformations du droit. Pédagogue aguerrie, elle développe et anime des formations pour les professionnels depuis plus de 20 ans. Pionnière sur la réflexion entourant la chaîne de blocs au Québec, elle est membre du comité directeur du Livre blanc sur les registres distribués et la chaîne de blocs au Québec, du conseil d'administration de l'Institut de gouvernance numérique et elle est responsable du nanoprogramme sur les chaînes de blocs de l'Université Laval. Elle a créé un groupe d'étudiants en pensée blockchain, un site Internet dont l'objectif est de faire connaître cette technologie émergente et de favoriser son acceptation sociale. Comme vous pouvez le constater, Mme Bouchard n'en est pas à ses premières armes et elle connaît les différentes réalités liées à la chaîne de blocs. Avant de débuter, nous souhaitons vous inviter tout au long de la présentation à partager vos questions dans la section questions et réponses créée à cet effet. Une période pour répondre aux questions sera prévue après la présentation. Je laisse donc sans plus tarder la parole à Mme Bouchard. Merci, Mme Carrier. Donc, bonjour tout le monde. Je vais partager mon écran. Donc, écoutez, je remercie la Faculté de droit, je remercie l'Université Laval de me donner l'occasion de vous accueillir ce matin et de vous laisser entrer virtuellement. Évidemment, COVID oblige. Donc, afin d'avoir l'occasion de vous faire découvrir, si c'est un premier contact avec la chaîne de blocs, ou encore d'approfondir vos connaissances sur la chaîne de blocs pour que vous puissiez bien saisir tout le potentiel, toutes les opportunités pour votre organisation, que vous soyez des professionnels ou encore des décideurs. J'aurai l'occasion à la fin du webinaire de vous dire quelques mots sur le tout nouveau programme sur la chaîne de blocs, le nanoprogramme, qui est une formation stratégique unique au Québec. C'est une formation qui est multidisciplinaire et qui vous permet de vous initier à la nouvelle technologie et d'identifier concrètement par un projet dans votre milieu, donc qui est vraiment centré sur votre entreprise, les impacts et la valeur à court et à moyen terme de la chaîne de blocs au sein de votre organisation. Donc, la thématique du webinaire de ce matin, elle s'inscrit en ligne directe avec le livre blanc qui a été produit par l'Institut de gouvernance numérique en novembre 2019 et au terme duquel les auteurs arrivent à la conclusion que l'une des premières portes d'entrée pour tester l'usage de la technologie serait dans la relation entre l'État avec les citoyens. Donc, la chaîne de blocs, en raison de ses caractéristiques, elle offre de nouvelles possibilités pour les citoyens de participer aux décisions collectives. C'est un peu une réponse au cynisme ambiant, donc dans un contexte d'empowerment. Donc, voilà pourquoi je me suis d'abord réjouie, mais vraiment réjouie lorsque j'ai appris que Québec entendait blinder ses registres numériques en utilisant la technologie de la chaîne de blocs. Bien que surprise, je l'avouerai qu'il ait déjà choisi la technologie qu'il allait utiliser dans le cadre d'une réforme d'une telle ampleur avant d'avoir consulté la population, j'ai par la suite été encore beaucoup plus interpellée par le fait que Québec parle d'un projet où nos données personnelles seraient stockées, donc centralisées dans un serveur de l'État, alors que la chaîne de blocs est une technologie par essence décentralisée. Donc, d'où le sujet et la thématique de la présentation du webinaire de ce matin. Donc, l'identité numérique, vous l'avez sur la diapositive devant vous. Donc, dans un premier temps, on verra ce qu'on entend, enfin, ce qu'on nous a proposé comme plus gros chantier de l'histoire du Québec. On s'arrêtera par la suite au b.a.-ba de la chaîne de blocs.
on verra finalement les liens qu'on doit faire entre chaîne de blocs et identité numérique. Et je vous dirai quelques mots finalement pour terminer sur le nanoprogramme, donc l'offre de service là, qui vous est proposée par l'Université Laval. Donc, sans plus tarder, on débute l'identité numérique, donc le plus gros chantier informatique de l'histoire. Au début de l'été, le gouvernement Legault, par la voix du ministère, annonçait donc le plus gros chantier informatique de l'histoire, annonce qui coïncidait avec la fin de la première vague de la COVID. Question peut-être de nous encourager, bien qu'on puisse se demander aujourd'hui si après la seconde vague, il restera suffisamment d'argent dans les coffres du gouvernement pour un projet d'une telle ampleur. On parle évidemment de milliards de dollars. Donc, avec ce projet sur l'identité numérique, le gouvernement propose de devenir le gardien de nos données personnelles en fournissant à chaque citoyen du Québec sa propre identité numérique, nous permettant donc d'accéder à tous les services de l'État, dossier fiscal, permis de conduire, assurance maladie, etc., et même à des services privés, des jardins, dans l'actualité, on le voit, suite à la fuite de données, est intéressé par le projet. Donc, une telle identité numérique, si elle voit le jour, évitera évidemment aux citoyens d'avoir à retenir des dizaines de mots de passe, à détenir des portefeuilles de jeux de cartes. Donc, ce sont évidemment des objectifs louables. Donc, ce sont des objectifs qui ont pour but de faciliter en premier lieu l'accès aux services publics, mais surtout de réduire donc les risques de fraude d'identité. Évidemment, c'est un avantage notable si on le compare à notre très vulnérable numéro d'assurance sociale canadien. N'empêche, et c'est ce sur quoi je veux insister, il s'agit d'un projet qui est extrêmement ambitieux, qui s'évalue, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, en milliards de dollars, donc c'est du sérieux. L'analyse coût-bénéfice devra être probante et qui serait basée sur la chaîne de blocs, selon ce qui nous est annoncé. Mais qu'est-ce que la chaîne de blocs? Donc, on va prendre quelques petites minutes pour s'arrêter sur cette nouvelle technologie. Eh bien, en maîtrisant à la fois la technologie des registres distribués, dont fait partie la chaîne de blocs, le big data et l'intelligence artificielle, eh bien, je pense que Québec pourrait fonder son économie sur les 3 piliers de cette ère numérique et renforcer ainsi sa position de pôle stratégique. La chaîne de blocs devrait, selon moi, être perçue par nos leaders comme une clé importante de la révolution numérique. Vous allez voir pourquoi dans les prochaines minutes. Donc, la chaîne de blocs, c'est une alternative au tiers de confiance. C'est une technologie donc de stockage et de transmission d'informations qui fonctionne sans organe central de contrôle. C'est une technologie qui contient l'historique de tous les échanges effectués entre les utilisateurs depuis sa création et c'est une technologie donc qui est sécurisée et partagée par ses utilisateurs qui opèrent sous des pseudonymes. Donc, avec la chaîne de blocs, plutôt que de remettre notre confiance entre les mains d'un intermédiaire, une banque, par exemple, une institution financière, un courtier, un agent, eh bien, on remettra notre confiance entre les mains d'une technologie qui nous fait des promesses de sécurité. Donc, si on fait un petit retour en arrière, on constate que de tout temps, les entrepôts ont existé, ils n'ont fait en réalité que se transformer. Donc, je vous présente 3 stades d'évolution. Donc, dans un premier temps, à une certaine époque, certains s'en rappelleront certainement parmi vous, eh bien, les bâtiments, les institutions financières, nos coffres-forts étaient gardés par des agents de sécurité, personnes physiques. Donc, à cette époque, on remettait notre confiance entre les mains d'un tiers de confiance, personne physique. Deuxième stade d'évolution, plus récemment, le support a changé. Donc, le gardien a disparu et il a été remplacé par des serveurs géants hyper sécurisés qui appartiennent à de grandes entreprises privées. À une époque,
pas si lointaine. On disait même que le gouvernement du Québec voulait entreposer donc des données là, chez Microsoft ou encore Google. Eh bien, avec la chaîne de blocs, c'est un autre stade d'évolution. Vous ne remettrez plus votre sécurité entre les mains d'une personne ou encore d'un seul serveur qui va centraliser l'information, mais vous déposez l'information sur une pluralité de serveurs cryptés. Voilà comment ça se passe. Je vous ai préparé un petit schéma là, pour vous montrer le fonctionnement de la chaîne de blocs. Donc, ce qui fait la sécurité d'une transaction sur chaîne de blocs, c'est qu'avant que la transaction ne soit complétée, par exemple un transfert d'argent, et qu'elle soit consignée dans le registre, c'est-à-dire intégrée dans un bloc, eh bien, la transaction devra être validée sur chaque serveur crypté, les mineurs, ce que vous avez à la droite de la diapositive, et on devra obtenir un consensus entre les serveurs, 50% plus 1, avant que le nouveau bloc ne soit intégré à la chaîne. Donc, c'est donc une technologie de stockage et de sécurisation, je dirais, distribuée sur plusieurs ordinateurs plutôt que sur un seul serveur central. La chaîne de blocs, c'est ce que vous avez à la gauche de la diapositive. Donc, la chaîne de blocs se compare, et c'est souvent une image qu'on véhicule dans l'actualité, à un livre de compte, puisqu'on y consigne toutes les informations sur l'historique d'une transaction. Donc, c'est un registre informatique plutôt qu'un registre sur support papier. Les caractéristiques maintenant de la chaîne de blocs. Eh bien, c'est vraiment dans ces caractéristiques, ce sont ces caractéristiques qui font finalement toute la force, tout l'intérêt de cette technologie. Elle est immuable, donc les données, une fois emmagasinées, ne pourront être modifiées. Transparente, donc c'est une technologie qui est transparente. Elle permet de suivre chaque détail du système, chaque information qui est consignée. Elle est traçable, donc elle offre une traçabilité complète et instantanée de l'information qui y est déposée. Et elle est aussi sécuritaire, c'est-à-dire protégée par les mathématiques, la cryptographie. Donc, c'est une technologie qui est extrêmement intéressante, je le rappelle, en raison de ses propriétés. Et en résumé, je vous ai mis une image qui est parlante. Donc, la chaîne de blocs, c'est un coffre-fort inviolable en raison de la cryptographie et de la nécessité du consensus entre les serveurs, mais c'est un coffre-fort en verre, et j'insiste sur cette image, car elle est transparente et elle est traçable. Donc, lorsqu'on fait le choix de cette technologie, il faut être conscient de ses caractéristiques. Donc, c'est une technologie qui est intéressante pour gérer des registres publics, des informations sensibles, des titres de propriété, ainsi que pour une foule de secteurs. La santé, par exemple, le contrôle des données sensibles, les dossiers médicaux, la finance. Donc, tout a débuté dans le domaine financier avec les crypto-monnaies, les ICO, c'est une nouvelle forme de financement d'entreprise. Bon, en matière gouvernementale, on en parle aujourd'hui, gestion des identités, en matière d'élection, de vote, chaîne d'approvisionnement pour la traçabilité. En matière culturelle, donc un autre secteur qui est vraiment en essor, avec la gestion des droits d'auteur, les registres, l'authenticité, la provenance, l'énergie. Donc, la chaîne de blocs va favoriser la transition énergétique. Et en matière immobilière, donc les registres fonciers, la tokenisation, l'agriculture, la traçabilité alimentaire, et j'en passe, évidemment. C'est vraiment une révolution. Je mets le terme révolution entre guillemets parce que c'est un terme qui est utilisé à toutes sauces, mais on parle évidemment avec la chaîne de blocs d'une technologie de rupture puisqu'elle
elle engendre des conséquences dans une foule de domaines et elle va transformer, elle risque de transformer complètement notre économie. Et c'est ce qu'on voit actuellement à l'international. Donc maintenant, vous le constatez, quels sont les principaux cas d'usage de la chaîne de blocs ou ce que je vous démontre ici, c'est que la chaîne de blocs, elle offre une prise en charge collective d'actions qui, normalement, nécessitent de référer à un intermédiaire de confiance. Eh bien, ces 3 domaines de prédilection, la chaîne de blocs, c'est dans le domaine du transfert d'actifs financiers, donc tout a débuté dans ce secteur. Autre secteur de prédilection pour la conservation des données, donc les registres, et je dirais la star des applications actuellement, les contrats intelligents, les smart contracts avec la fonction d'automatisation. Donc, transfert d'actifs, conservation de données et automatisation de transactions. Donc, vous avez sur la diapositive suivante des exemples. Donc, lorsqu'on parle de transfert d'actifs, c'est vraiment de la création de valeur monétaire, vote, action, obligation. Lorsqu'on parle de conservation des données, eh bien, on peut penser au remplacement potentiel des registres publics, le registre foncier, le registre des droits personnels et réels mobiliers, le registre des entreprises. Des registres où on pourrait retrouver des informations sensibles en matière médicale, on en parlait tout à l'heure, les actes de propriété. Donc, on peut se poser la question, est-ce que la chaîne de blocs est l'infrastructure publique du futur? Et les fameux contrats intelligents, donc ces programmes qui exécutent automatiquement les termes et les conditions d'un contrat, donc qui transforment évidemment les façons de faire et qui font disparaître évidemment une foule d'intermédiaires qui n'ont pas en tant que tel de valeur ajoutée. Donc maintenant que vous savez, que vous comprenez ce que l'on entend par la chaîne de blocs, posons-nous la question. Donc, confrontons cette technologie avec le projet d'identité numérique qui nous est proposé par le gouvernement du Québec sous la plume du ministre Kerr. Donc, selon le ministre Kerr, c'est ce que je vous ai mis à l'écran, il n'existerait à ce jour aucune solution d'identité numérique basée sur la chaîne de blocs. Le Québec serait donc le premier État au monde, j'insiste, à faire un tel choix. Eh bien, il faut être prudent avant de faire une telle affirmation puisqu'il existe plusieurs exemples de solutions d'identité numérique sur le globe qui pourraient inspirer le gouvernement du Québec. Donc, certaines fondées sur la technologie de la chaîne de blocs, d'autres solutions, d'autres pays qui utilisent des technologies différentes. Donc, pour prendre un exemple, l'Estonie, on donne souvent l'exemple de l'Estonie dans l'actualité. Il est vrai qu'en matière de numérisation des services de l'État, l'Estonie constitue un exemple. Cependant, en Estonie, la majorité donc, des services gouvernementaux peuvent s'effectuer en ligne, 99%, donc c'est pas rien, mais l'intégrité n'est pas assurée par la chaîne de blocs pour tous les services. Donc, il faut faire attention. Donc, pour l'identité numérique, les Estoniens ont des cartes à puce depuis près de 20 ans, mais la chaîne de blocs n'est utilisée que depuis 2007. Pour la sécurité informatique. Donc, si on revient au gouvernement du Québec et au projet d'identité numérique qui est proposé, je pense qu'il faut retenir 3 choses. La première, avant de faire le choix d'une technologie, il est extrêmement important d'évaluer nos besoins et de s'interroger. Je vous parle de chaîne de blocs aujourd'hui, mais il faut bien comprendre que la chaîne de blocs est intéressante lorsqu'on a un problème de confiance. Donc,
avant de faire le choix de la chaîne de blocs, il faut évaluer nos besoins, faire ce qu'on appelle une démarche stratégique, et c'est exactement ce que l'on fait avec nos étudiants, avec nos entrepreneurs, nos professionnels au nanoprogramme, donc dans le cadre du projet dans le milieu qui doit être développé tout au long de la formation. Donc, les apprenants doivent réfléchir, évidemment, sur le pourquoi. Évidemment, quelle serait la valeur ajoutée d'intégrer cette technologie au sein de mon organisation, au sein de mon entreprise. À ce sujet-là, je vous réfère au livre blanc de l'Institut de gouvernance numérique. C'est un document qui est accessible en ligne. Là, vous allez le trouver facilement. Donc, c'est un document qui a été mise en ligne en novembre 2019. Et on traite dans ce livre blanc de la démarche d'implantation de la technologie des registres distribués au sein d'une organisation. Donc, vous avez toute une série d'étapes à respecter et ça peut être intéressant à consulter pour une entreprise. Donc, évaluer ses besoins, première étape. Deuxièmement, eu égard aux informations qui ont filtré dans les médias, on doit se demander quel est l'intérêt donc de la technologie de la chaîne de blocs, qui est une technologie, vous le savez maintenant, décentralisée, alors que le contrôle des données des citoyens du Québec serait sous la houppe de l'État, d'après ce qui a filtré, je le rappelle, dans les médias. Donc, en d'autres termes, comment peut-on associer la chaîne de blocs au projet du gouvernement du Québec, alors que la marque de commerce de la technologie de la chaîne de blocs, c'est la décentralisation, et que ce qui a été présenté aux médias, c'est une base de données centralisée, contrôlée par le gouvernement. On peut imaginer que ce qu'ils veulent faire, j'imagine, c'est une chaîne de blocs privée. Mais il faut bien comprendre que dans un tel cas, le degré de décentralisation n'est pas le même. La technologie perd, dans le cas d'une chaîne de blocs privée, beaucoup de son intérêt. Donc, avant de dire oui au projet qui est proposé par le gouvernement du Québec, je pense que les citoyens doivent être conscients qu'une base de données qui comporterait les différents marqueurs personnels, les données personnelles de chaque Québécois et qui serait contrôlée par le gouvernement engendre des risques importants pour la société, pour les citoyens. Toute faille dans cette base de données serait essentiellement irréversible. Personne ne peut changer, par exemple, ses données génétiques ou encore ses empreintes digitales. Il faut donc être extrêmement prudent avec les données personnelles des citoyens, encore beaucoup plus avec les facteurs d'identification très lourds que sont la biométrie, les empreintes, puisqu'il n'y a pas dans ces cas, de retour possible. Troisièmement, à mon avis, un système de vérification décentralisée de l'identité qui comporterait plusieurs façons pour le citoyen de prouver son identité serait de beaucoup préférable puisqu'un tel système est moins à risque de failles de sécurité. Et c'est là, je pense, où la technologie de la chaîne de blocs est intéressante puisqu'il s'agit d'une technologie qui offre aux citoyens la capacité de participer aux décisions en raison de ses propriétés décentralisées. Donc, voilà pourquoi je pense que les prototypes d'identité autosouveraine qui sont fondés sur les registres distribués, la chaîne de blocs est une forme de registre distribué, devraient, à mon sens, être explorés par les autorités gouvernementales avant toute autre voie ou avec toute autre voie. Donc, l'objectif d'une identité numérique autosouveraine, c'est de partager de l'information de façon sécuritaire et décentralisée, c'est-à-dire le citoyen ne va partager que ce qu'il veut partager et seulement à qui il veut le partager. Donc, de l'identité numérique autosouveraine évite, évidemment, ou à tout le moins diminue le piratage de données entre les institutions et entre les ministères. Donc, je pense que c'est une opportunité, un projet comme celui-là, de transformer le rôle de l'État qui est actuellement articulé en régime pyramidal. Je ne crois pas que ce soit le rôle de l'État
de constituer et de gérer des registres de données comme le projet qui nous a été proposé en juin dernier. Il existe à l'international des tables de concertation où des standards d'identité auto-souveraine sont discutés et le gouvernement du Québec devrait y participer et se concerter avec le fédéral parce qu'en l'espèce, il y a une question là, de partage des compétences et ne pas chercher, à mon avis, à tout prix à être le premier en introduisant des solutions complètement inadapté. Donc, le Québec devrait, à mon sens, participer à des projets d'identité numérique auto-souveraine. Cela fait partie, à mon sens, de sa mission de soutenir de tels projets et non pas de laisser toute la place à des entreprises privées. Et je pense, entre autres, aux géants du Web. Eh bien, en conclusion, permettez-moi de vous dire quelques mots sur le nanoprogramme sur la chaîne de blocs. Comme je vous l'ai mentionné en introduction, c'est un tout nouveau programme unique qui n'a absolument rien à envier aux formations qu'on retrouve, par exemple, dans les universités américaines. Lorsque ce programme a été construit de façon concertée, je vous avouerai qu'on a consulté là, tout ce qui se faisait sur le globe. Qu'est-ce que c'est un nanoprogramme? L'Université Laval a même fait breveter le terme nanoprogramme. Eh bien, un nanoprogramme a une portée dynamique et un caractère novateur d'un apprentissage actif qui incorpore du réseautage et du coaching. Donc, c'est vraiment un produit unique en petits groupes qui a pour but, évidemment, d'élargir les compétences des apprenants et de saisir une opportunité de carrière. Donc, vous avez ici devant vous le cheminement de la formation. Donc, 3 blocs, tout d'abord. Donc, le bloc 1, qui est consacré aux caractéristiques et aux aspects techniques de la chaîne de blocs. Le bloc 2, qui est consacré aux contrats intelligents et aux registres. Et enfin, le bloc 3, donc, qui traite des transferts de valeur et des organisations décentralisées, là, les DAO, pour reprendre un acronyme là, qui est connu dans le milieu. Donc, on fait vraiment là, un tour d'horizon des éléments fondamentaux de la nouvelle technologie. La période de donc 3 blocs, c'est un projet une formation qui s'étend sur une période de 5 mois, 3-4 heures par semaine. C'est une formation qui est entièrement à distance. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a possibilité de passerelle vers des programmes crédités. Donc, permettez-moi de vous dire quelques mots sur le type d'évaluation qui est envisagé dans le cadre du nanoprogramme. Et c'est peut-être la force de cette formation, donc le projet dans le milieu. Eh bien, tout au long de la formation, ça vous démontre à quel point c'est une formation qui est adaptée. Vous allez développer donc un projet qui va vous permettre de saisir les impacts et la valeur, donc de l'intégration de la chaîne de blocs au sein de votre organisation. Donc, le projet dans le milieu se déroule en 3 temps. Donc, dans un premier temps, vous devez faire une veille sur les applications concrètes de la chaîne de blocs au sein de votre organisation. Par la suite, vous devrez analyser donc, le niveau d'opportunité qui est lié à la chaîne de blocs pour votre stratégie organisationnelle. Et finalement, vous devrez donc formuler des orientations de prise de décision pour pouvoir intégrer ou non la chaîne de blocs au sein de votre organisation. Et évidemment, tout au long de ce projet dans le milieu, qui est vraiment là, dirigé vers votre entreprise, vous serez accompagné donc de 3 formateurs, un juriste, un spécialiste en sciences de l'administration, système organisationnel et un informaticien, puisque c'est une formation qui est multidisciplinaire. Donc, pour avoir plus d'informations, je vous invite évidemment à consulter le programme et je serai évidemment disponible pour pouvoir répondre
à vos questions. Donc voilà, donc je vais laisser la parole à l'animatrice et puis je suis prête à répondre à vos questions si vous en avez. Merci beaucoup. Merci, Madame Bouchard, pour cette présentation fort intéressante. On en apprend vraiment énormément sur la chaîne de blocs. Là, je suis impressionnée personnellement. J'ai pris le soin de noter 3 questions super intéressantes qui concernent en fait la présentation d'aujourd'hui. La première étant par rapport à la profession de notaire. Vous avez mentionné que la chaîne de blocs prendra la place du tiers de confiance. Bien, le notaire en est un. Que va devenir la profession juridique, cette profession juridique qui représente le tiers neutre, en fait? Ouais. C'est une excellente question. Et puis, j'ai peut-être oublié de le mentionner d'emblée. Je suis notaire, évidemment, de formation. Je suis une spécialiste du droit des entreprises qui s'est intéressée au fil du temps au commerce électronique. Et je vous avouerai que j'ai été happée par la chaîne de blocs, particulièrement en lien avec le notariat, puisque à toutes les fois où je faisais une présentation sur la chaîne de blocs, il y a, je vous dirais, je travaille là-dessus depuis 3 ans, on me disait, ben voyons les notaires vont disparaître. Il faut faire attention, évidemment, lorsqu'on parle de remplacement des intermédiaires par une technologie. Et je n'ai peut-être pas suffisamment insisté là-dessus au long de ma présentation. On parle évidemment du remplacement des intermédiaires qui n'ont pas de valeur ajoutée ou encore de certains éléments, par exemple, de certaines fonctions du travail qui pourraient être automatisées en raison des technologies. Donc, si on prend l'exemple des juristes de façon générale et des notaires de façon particulière, bien évidemment, ce n'est pas demain qu'on pourra remplacer un contrat notarié par un contrat sur chaîne de blocs. Il faut faire attention. La force de la technologie, c'est, comment dire, la certification. Et j'insiste pour le notaire parce que en Amérique du Nord, le notaire de tradition civiliste tel qu'on le connaît ici, eh bien, il n'existe qu'au Québec. Vous ne retrouverez pas dans les autres provinces canadiennes anglaises et aux États-Unis, donc des notaires de tradition latine, comme on les retrouve en Europe, par exemple, et au Québec, puisque c'est un vestige de la colonisation française. Donc, le rôle du notaire de tradition civiliste, c'est de conférer l'authenticité à un acte. Donc, à partir du moment où je mentionne Charlène Bouchard, notaire, l'acte devient incontestable. Donc, c'est un élément de puissance publique, c'est une délégation de l'État et c'est extrêmement important. Dans les autres provinces canadiennes et aux États-Unis, on retrouve ce qu'on appelle des public notaries. Donc, des public notaries, ce sont des certificateurs. Donc, ça n'a absolument rien à voir avec le notaire de tradition civiliste. Donc, un public notary qui va certifier, c'est un peu l'équivalent d'un commissaire à l'assermentation au Québec. Lorsque vous avez besoin, par exemple, de vous faire authentifier un document quelconque, vous allez devant un commissaire à l'assermentation, qui est une fonction qui peut être exercée par à peu près n'importe qui, je dirais, aujourd'hui. Donc, il y a eu toute une confusion. Évidemment, le public notary, la certification, eh bien, elle peut être effectuée, cette certification, par la technologie, parce que c'est une technologie. On l'a vu évidemment tout à l'heure, à partir du moment où vous intégrez, selon la procédure de la chaîne de blocs, des informations dans un registre, eh bien, elle est extrêmement sécuritaire. L'information, l'intégrité, c'est la force, je dirais, de la chaîne de blocs. Mais il ne faut pas confondre, évidemment, intégrité et authenticité. Donc, je dirais que la chaîne de blocs va certainement remplacer certains intermédiaires ou encore certaines fonctions du travail des intermédiaires qui n'ont pas de valeur ajoutée.
C'est ce que j'ajouterais et ce que j'aimerais que vous reteniez dans le cas du notaire pour répondre à la question, en considérant évidemment que le notaire de tradition civiliste confère le caractère authentique à un acte. Bien, vous comprendrez que c'est une valeur ajoutée qui est extrêmement importante et qui ne sera pas remplacée par la chaîne de blocs. N'empêche que la chaîne de blocs pourrait et devrait être utilisée par les notaires pour leur faire gagner du temps et leur permettre évidemment de se consacrer à leur fonction de conseil. Donc, il y aura évidemment de l'automatisation dans le cadre des contrats intelligents qui pourra s'effectuer, libérer du temps pour les notaires et les amener évidemment à se consacrer à leur conseil juridique qui est l'une de leurs missions fondamentales et à consacrer donc le caractère authentique aux actes qui sont signés par les citoyens du Québec. Voilà. Merci, Mme Bouchard. Très intéressant. Question suivante. Pouvez-vous donner un exemple d'application d'une blockchain dans le domaine de l'éducation? Oui, dans le domaine de l'éducation, j'avais justement un étudiant lors du dernier trimestre, qui était notre premier trimestre, notre première cohorte, qui travaillait dans ce domaine-là, donc qui avait été mandaté par son entreprise pour venir voir, évidemment, l'utilité de la technologie pour l'institution d'enseignement. Et il est arrivé à la conclusion que, je prends cet exemple, dans le domaine de l'authenticité des diplômes. On sait, prenons l'exemple des universités, prenons l'exemple des cégeps. Maintenant, avec la mondialisation, il y a beaucoup d'étudiants, évidemment, qui se promènent là, entre les institutions d'enseignement à l'international. Et il y a, évidemment, tout un marché des diplômes sur le web. Eh bien, avec une certification blockchain des diplômes d'une institution universitaire ou d'une institution d'enseignement, bien, ça permet d'assurer l'intégrité de l'information ou l'intégrité de la certification. Donc, vous êtes certain que si, par exemple, eh bien, moi, je vous présente un diplôme de l'Université Laval, que ce diplôme est sur chaîne de blocs, eh bien, que la certification est intègre. Voilà. Merci. Merci, Mme Bouchard. Question un peu plus technique. Si la chaîne de blocs grossit avec le temps, car elle emmagasine l'historique, le minage de la donnée deviendra donc de plus en plus long à la longue. Donc, est-ce qu'il y a une limite de capacité pour une chaîne de blocs? Bon, évidemment, ce sont des questions techniques. Je ne suis pas une scientifique. C'est la raison pour laquelle au Nano, on travaille évidemment en équipe, mais je suis quand même capable de répondre à cette question parce qu'elle revient fréquemment. Écoutez, c'est une technologie qui est en émergence. Donc, ça, c'est un élément qui est important. C'est une technologie qui n'est pas encore à maturité. Donc, actuellement, c'est une technologie qui n'est pas capable de compétitionner avec d'autres technologies là, qui n'est pas aussi performante qu'elle pourrait être sur le marché. Donc, il y a beaucoup de recherche, il y a beaucoup de développement qui se fait dans ce domaine-là et on pense que dans 10 ou 15 ans, à moyen terme, la technologie devrait être capable, évidemment, d'emmagasiner là, beaucoup plus de données, d'avoir une meilleure scalabilité. Là. Donc, au niveau ça me permet de vous parler des risques, parce qu'on a parlé, évidemment, des éléments positifs ce matin. Tout n'est pas rose, évidemment, lorsqu'on parle de chaîne de blocs. La question qui vient d'être posée à l'instant concerne la performance, si on veut, la capacité de stockage à long terme des données sur la chaîne de blocs. Mais il y en a d'autres, des problèmes ou des risques potentiels avec cette technologie, par exemple de perte des données cryptées.
Donc ça, c'est un élément évidemment qui est important. Apprendre aux consommateurs, apprendre au public à manipuler les clés de stockage. Donc ça, c'est un élément qui est important. Le fait que ce soit une technologie qui n'oublie pas, où les transactions sont irrévocables. Donc, c'est une technologie qui est extrêmement rigide. La problématique avec la taxation, on n'a pas parlé de fiscalité, mais actuellement, l'encadrement juridique, je dirais de façon générale, actuellement, il est déficient, il est lacunaire. Il n'y a pas en tant que tel de législation qui porte particulièrement sur ces questions. Mais il faut comprendre qu'il est possible de faire avec la législation qui existe actuellement, mais peut-être qu'à long terme, il faudra envisager des aménagements. La question de responsabilité, lorsqu'on parle évidemment d'une multiplicité de serveurs qui sera responsable. Donc, ce sont des questions qui sont extrêmement importantes. Mais je le rappelle, ce que vous devez retenir, c'est que la chaîne de blocs, c'est une technologie qui est en émergence. Donc, ça évolue extrêmement rapidement. Il y a beaucoup de recherches, il y a beaucoup de développement qui s'effectue. Et c'est évident que dans quelques années, moi je regarde seulement depuis 3 ans, là, écoutez, on a fait des pas de géants. Mais concernant la possibilité de stockage, d'emmagasinage, les choses vont s'améliorer. Mais pour le moment, évidemment, il y a des limites à l'utilisation de cette technologie. Merci, Mme Bouchard. Dernière question pour vous. On mentionne souvent que la chaîne de blocs est une technologie énergivore. En quoi l'essor de cette technologie se concilie avec les préoccupations environnementales de nos jours? Oui, ça aussi, c'est une question, c'est un risque, c'est un élément où moi, je dis toujours que c'est un mythe. Je vais vous expliquer. Lorsqu'on parle évidemment de la caractéristique de l'élément énergivore de la chaîne de blocs, on fait référence à une forme de consensus. Donc, la preuve de travail. Donc, la preuve de travail qui est le consensus qui est utilisé par la crypto-monnaie Bitcoin, donc le minage, est très énergivore. Donc, là encore, je répète ce que je disais à l'instant. Donc, c'est une technologie qui est en émergence. Il y a beaucoup de recherches universitaires. Donc, les choses vont s'améliorer au niveau de la preuve de travail. Autre élément que je dois ajouter, c'est qu'il existe d'autres consensus. Il n'y a pas que la preuve de travail. Il y a, par exemple, la preuve d'enjeu. Donc, d'autres consensus qui sont utilisés, par exemple, par une autre chaîne de blocs, Ethereum, qui consomme beaucoup moins que la preuve de travail qui est utilisée par Bitcoin. Autre élément, et c'est la raison pour laquelle je vous dis que l'aspect énergivore, c'est un mythe. Donc, la chaîne de blocs, elle favorise, il y a beaucoup d'études qui le démontrent actuellement, elle favorise, ou elle pourrait, tout le monde au Québec, favoriser la transition énergétique. Donc, je vous invite à prendre connaissance d'un projet qui s'est passé aux États-Unis, donc à Brooklyn, où on a ciblé 350 familles, petites et moyennes entreprises. On a mis des panneaux solaires sur ces habitations et on a créé là, donc un micro-réseau. Donc, avec les panneaux solaires, les panneaux solaires étaient utilisés pour la consommation énergétique des habitants et l'excédent était revendu avec des smart contracts, donc des contrats intelligents à d'autres membres du réseau. Donc, c'est extrêmement intéressant de voir ce qu'on peut faire en termes de transition énergétique avec la chaîne de blocs et je vous invite on a un ouvrage là, qu'on vient de publier à la Faculté de droit de l'Université Laval, les actes du colloque qui se sont tenus en février dernier, comment la chaîne de blocs va transformer le droit. Donc, il y a un texte, si ça vous intéresse, qui porte sur
la transition énergétique qui a été préparée par Christophe Collick, un de mes collègues, là, accompagné d'étudiants au doctorat et qui porte particulièrement sur ces enjeux. Mais il y a beaucoup de littérature là-dessus et c'est vraiment un mythe et c'est en lien avec la preuve de travail qui est le consensus, je le rappelle, de Bitcoin. De toute façon, vous le savez, il y a quelques années, Hydro-Québec, la Régie de l'énergie, il y a eu un moratoire en raison, évidemment, pour fixer un tarif là, pour la consommation énergétique, là, pour dédier un bloc là, au minage au Québec. Voilà. Merci, Mme Bouchard. Nous vous remercions de votre participation à ce webinaire qui, nous le souhaitons, a pu vous éveiller sur la révolution que nous commençons à vivre grâce à la chaîne de blocs, la chaîne de blocs, pardon, et les impacts que cela aura sur de nombreux secteurs de l'économie. Si vous souhaitez pousser plus loin l'expérience, pour vous et votre organisation, nous vous invitons à vous inscrire, comme le mentionnait Mme Bouchard, au nanoprogramme La chaîne de blocs Impact et enjeux pour votre organisation qui commencera le 13 octobre prochain. Les inscriptions sont présentement en cours. Vous aurez plus de détails en visitant notre site web, celui de l'Université Laval. Nous remercions encore une fois Charlène Bouchard d'avoir pris le temps d'offrir cette conférence et nous vous souhaitons à tous et à toutes une très belle journée. Au revoir.